On est OK pour commencer l'interview? Oui, c'est bon pour moi. Alors, première question très basique. Sam, présentez-vous en quelques mots pour ceux qui vous connaissent pas. Donc, moi, je suis Sam Goodchild. Je suis skipper de le bateau Fort de Planète. On est basé à Lorient et je suis donc anglais qui habite ici depuis 2015. OK, ça marche. Alors, vous avez grandi et vécu et même voyagé sur un bateau en étant petit. Donc, l'ambition et même l'envie aussi de devenir un skipper et de traverser la planète vous est venue quand même très tôt. Racontez-nous en fait toutes les étapes, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver où vous êtes aujourd'hui. Euh, ouais, donc moi, j'ai vécu sur bateau quand j'étais jeune. J'ai grandi sur bateau. Donc, l'idée de naviguer, c'est arrivé assez jeune. Après, l'idée de faire ça comme métier, comme passion, ça s'est venu un peu plus tard quand même. Je pense que c'était quand j'avais 14, 15 ans que j'ai découvert ce que c'était le Vendée Globe et c'était quand j'avais 17, 18 ans que j'ai découvert le monde de la course au large et les gens qui travaillent là-dedans. J'étais équipe technique sur le Vendée Globe en 2008 avec deux bateaux de Mike Golding et d'Alex Thompson. Donc c'était un moment assez puissant pour moi, me montrer un peu ce que c'était et ce que c'était possible de vivre par sa passion. Et puis, depuis ces moments-là, j'ai un peu jamais lâché l'envie de vouloir prendre le départ devant les globes et faire le course large comme qui était ma passion comme métier. Et puis, ça s'est commencé en étant un technicien, en préparateur sur le bateau. Et puis, petit à petit, avoir plus en plus de chances d'embarquer quand le bateau qui est content. Euh, donc, en voyage pour commencer. Et puis, j'ai fait 4 ans de solitaire de Figaro avec une sponsor qui s'appelle Artemis, qui avait aussi fait le Vendée Globe en 2008. Et puis, petit à petit, je me fais de plus en plus d'invités sur des bateaux de plus en plus intéressants, de plus en plus sympas. Et pour faire court l'histoire, je me trouve aujourd'hui comme skipper de très beau bateau pour faire un premier Vendée Globe dans un peu plus d'un an. C'est l'envie de faire le Vendée Globe, elle est venue lorsque vous l'avez découvert ou c'est plus en étant équipier de personnes oui, comme Mike Golding ou Alex Thompson que c'est à partir de là que vous vous êtes dit et pourquoi pas moi? Je pense que le premier envie, ça vient du moment que je l'ai découvert. J'ai découvert que le Vendée Globe, que c'était un challenge extraordinaire et j'ai trouvé génial des gens qui faisaient ça. Et je pense que j'ai dit, bah, j'ai envie de faire ça. Il y a pas mal de gens autour de moi en me disant, ah ben, c'est pas possible. Ah ben, c'était assez pour me motiver, pour dire, ben, moi, je vais vous montrer que j'ai raison et que c'est possible. Et voilà, je pense qu'une bonne partie vient de là. Et aussi, je suis quelqu'un qui aime me mettre des défis qui semblent inétenables au début. Et puis, petit à petit, on trouve comment arriver, en prendre morceau par morceau. Et puis voilà, donc je pense que c'est un peu le deux, mais c'est surtout que j'aime bien me mettre des défis qui semblent durs. Et dans le monde de la course au large, il n'y a pas beaucoup plus dur que le Vendée Globe. Ok, ça marche. Donc c'est vraiment l'ambition, l'envie de vous réaliser et de montrer vraiment à même aussi ceux qui n'auraient pas forcément cru en vous que tout est possible et tout est atteignable. Oui, exactement, c'est ça. Alors, humainement, qu'est-ce que ça vous a apporté en termes de valeur, tout cet apprentissage, tout cet apprentissage, pardon, et maintenant ce métier de skipper? Ben, c'est sûr que mon métier, ça c'est devenu un peu ma vie. C'est pour ça que j'habite en France aujourd'hui, c'est pour mon métier. Donc, c'est un impact qui est quand même assez important de ce qu'on vit dans ce qu'on vit. La culture qu'on touche. Moi qui me languais, qui a grandi à l'étranger, qui maintenant habite en France, donc ça m'a fait quand même toucher et voir pas mal de cultures différentes. Donc, ça, c'était hyper intéressant, hyper enrichissant. Et puis le fait qu'on croise un peu tout le monde et le fait que, ok, on part que sur la fin, mais pour que ce soit un réussite, il faut que c'est un énorme travail d'équipe derrière. Donc, il y a comment travailler avec une équipe pour faire en sorte que ça fonctionne bien, que tout le monde sent bien, tout le monde sent à l'aise, sont motivés de bien bosser, de bien travailler pour que le projet soit un succès. Et ce que j'adore de la course au large, c'est que c'est vraiment, il y a plein de choses. On peut
monter un projet, trouver des partenaires financiers, trouver des partenaires techniques, et puis tout le parti sport sur l'eau, performance. Et c'est un sport très technique aussi. C'est pas tout le monde n'a pas le même bateau, donc on est sans limite de ce qu'on peut faire avec le bateau. À la limite, c'est nos ressources en temps, en humain et en moyens. Donc ça fait qu'on est en constance, on est obligé d'arbitrer quelles sont les priorités à quel moment. Et puis encore plus en mer, une fois qu'on part en mer, on est tout seul, donc il faut décider à quel moment il faut manger, à quel moment il faut dormir, à quel moment il faut régler le voile, à quel moment il faut faire la navigation, à quel moment il faut réparer quelque chose, à quel moment il faut faire tout ça. Donc c'est vraiment une sport où il faut prioriser les choses. Et tout ça, c'est hyper enrichissant, pas juste pour la vie, pour le performance de projet, mais aussi en personnel aussi. C'est un tout en fait. Il y a la partie pendant la course, on est vraiment sur le bateau, mais toute la partie avant, ça regroupe énormément de travail et énormément de tâches extrêmement diversifiées, c'est ça? Oui, je pense que c'est à peu près un tiers de temps, on est en train de naviguer, un tiers de temps, on est avec le bateau au ponton en train d'organiser des choses, et puis un tiers de temps, le bateau il est en chantier avec des travaux à faire. C'est à peu près comme ça. Donc finalement, il y a que un petit partie de temps où on navigue vraiment, et tout le reste, c'est préparer les navigations pour être sûr que quand on est sur l'eau, on est efficace, s'il se sent plané ou s'il s'est régaté. Ok, ça marche. Alors, vous préparez, pardon, d'ici quelques jours le défi Azimut à Lorient. Il y a aussi la Transat Jacques Vabre qui arrive très prochainement et le Vendée Globe qui est tout proche aussi. Ça arrive très vite. Quelles sont vos ambitions et vos objectifs pour ces trois courses? Euh, nous, c'est un premier Vendée Globe pour moi. Notre première ambition, c'est de finir. C'est du sport, mais c'est aussi l'endurance. Donc, il faut aller jusqu'au bout. C'est des bateaux très techniques, donc il faut être sûr que le bateau il est prêt à aller jusqu'au bout, moi aussi, et que si jamais on a des soucis à bord, je suis prêt à réparer. Donc ça, c'est notre objectif global. Il y a aussi l'enjeu des qualifications pour le Vendée Globe qui est non négligeable. Il y a plus de projets qu'il y a de places. Aujourd'hui, on est bien placé, mais si on a un souci d'ici le départ de Vendée Globe, ça risque d'être compliqué. Donc, ça met encore plus de fois sur le côté fiabilité de bateau et fiabilité des projets. Et puis après, je suis un compétiteur, donc quand on prend le départ, j'ai envie de donner mon mieux et essayer de gagner à tout prix, mais j'ai envie d'être fier d'un résultat à la fin, ou fier de au moins la performance, même si le résultat est pas en face. Si je suis fier de comment on a navigué et comment on a régaté, ben, pour toute l'équipe qui travaille énormément et qui met beaucoup d'énergie dans le projet, un peu bien remplir mon tâche aussi. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver entre tous ces objectifs-là, mais pour ça, c'est intéressant. L'idée, c'est vraiment de terminer la course et sans regret. Exactement, oui, oui, c'est vraiment sans vrai, c'est exactement le mot, ça. Peut-être ça veut dire gagner, peut-être ça va finir 15e, mais c'est sans regretter comme on l'a préparé et comme on a fait la regate. Pour accéder au Vendée Globe, comme vous le dites, il y a énormément de candidatures. En fait, comment ça se passe au niveau des sélections? Comment on accède plus ou moins à cette start list finale? Donc c'est assez complexe, mais dans les grandes lignes, c'est qu'il y a une façon de se qualifier. Donc ça, c'est faire deux transats sur le bateau sur lequel on va faire le Vendée Globe. Donc deux transats tout seul. Et puis, quand il y a trop de bateaux qualifiés, donc quand il y a trop de bateaux qui ont fait ces deux transats, donc un de ces deux transats qui doit être en 2024, donc la liste finale des qualifications, c'est pas sûr jusqu'à l'année prochaine. Mais si jamais il y a trop de bateaux qualifiés, il prend le nombre de milles en course dans notre classe depuis 2021. Ok, Donc ça veut dire que nous, on a un classement qui est en privé live, qui est à jour en tout cas, et qui a combien de milles et quel classement on est dans ce nombre de milles. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que si jamais on a un souci sur la transat verbe et on est obligé d'abandonner après une journée, 2 semaines, 3 semaines, ben on perd des milles par rapport à nos compétiteurs. Donc voilà, c'est là où ça commence à être complexe, en sachant que les deux transats et les courses de qualification, ils sont vraiment un après les autres. Euh, donc s'il y a un problème sur le premier, ben, ça met le deuxième en cause, et s'il y a un problème sur le troisième, ça met le quatrième en cause. Voilà. C'est assez complexe. Aujourd'hui,
on est dans le clou pour être dans les 40, mais il faut quand même compléter les quatre transats qui arrivent dans le 6 prochains mois. Ok, ça marche. Donc, en cette année 2023, on apprend que vous allez faire partie du collectif avec Thomas Ruyant, For People and For Planet. Donc, c'est un collectif qui œuvre pour différentes actions pour les hommes et pour la planète. Donc, l'idée, c'est de récolter aussi des fonds pour réduire un maximum les émissions de CO2 sur la planète, entre autres. Vous, via les courses auxquelles vous allez participer et ce bateau Force the Planet, quels sont les messages que vous souhaiteriez faire passer via votre navigation? Donc, nous, ce qu'on a décidé cette année, c'est de mettre en avant la cause Team for the Planet. Donc, c'est une entreprise qui lève des fonds pour investir dans des startups et des entrepreneurs qui ont comme objectif de réduire les gaz à effet de serre. Donc, eux, aujourd'hui, c'est des citoyens comme nous qui sont actionnaires dans Team for the Planet. Donc, ils versent l'argent aux startups. Donc, il y en a plusieurs qui sont déjà financés par Team for the Planet. Donc, nous, notre objectif, c'est de faire connaître Team for the Planet au maximum, augmenter le nombre des actionnaires et d'avoir le maximum de nombre de personnes euh, investir dans Team for the Planet. Donc, en fait, dans des entreprises qui peuvent réduire les gaz à effet de serre. Ok, ça marche. Euh, Via votre cadre de vie étant jeune, donc que vous avez passé en grande partie aussi sur un bateau et maintenant votre vie de skipper, est-ce que vous voyez les changements qui se passent déjà dans le cadre marin et même en général sur la planète qui sont liés au dérèglement climatique? Euh, la question, c'est est-ce que je vois les impacts du règlement climatique dans mon métier en mer? Oui, et puis aussi via votre vécu étant jeune, vous pouvez voir les différences qui se passaient par exemple en milieu marin quand vous étiez jeune et maintenant. Est-ce que vous voyez des différences? Est-ce que le changement est vraiment visible pour vous? C'est dur de dire que le changement est physique, mais c'est sûr que dans le vie de mer, on voit plein de choses en mer. Et je voyais quand j'étais jeune, je le vois aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a plus ou moins? Je suis pas scientifique, donc je peux pas vous dire, mais c'est sûr que quand on navigue régulièrement, on voit des choses dans la mer qui sont pas naturelles, qui devraient pas être là. Si c'est des poubelles qui flottent, si c'est des choses qui devraient pas être là. Après, de pouvoir dire s'il y en a plus ou moins qu'avant, moi je fais confiance aux scientifiques, c'est leur métier, ce qu'ils font. Et je pense que très clairement, il y a un souci. Donc, nous, on essaye de faire attention de notre impact. On n'est pas parfait, personne n'est parfait et on peut toujours être mieux et on cherche d'être mieux. Euh, après, quantifier l'impact qui a changé depuis le 25 ans que je navigue, le 30 ans que je navigue, c'est un peu dur pour moi de dire, ben, en 2095, en 1995, j'ai vu tant et maintenant j'ai vu 2 fois plus. C'est pas aussi simple que ça. Est-ce que ça vous arrive dans certaines zones du globe vraiment d'être marqué en fait par cette pollution ou même d'avoir des zones où il y a un peu plus d'ovnis qui peuvent endommager les bateaux par exemple? Là où ça m'a le plus marqué, c'est dans le Pacifique, très clairement. Et là, c'est un peu déjà fait, fait reporter, c'est qu'il y a des endroits où il y a beaucoup dans la mer, que ça se concentre sur un endroit et en fait, c'est un bulle. Et c'est pas des îles de poubelles, mais il y a quand même, il y a beaucoup de choses dans l'eau et on peut passer des journées où en fait, il y a vraiment un moment où on voit pas quelque chose dans l'eau qui devrait être là. Dans l'Atlantique, c'est moins flagrant. Après, là où on est plus impacté dans l'Atlantique, c'est des algues, par exemple. Et ça, pour le coup, dans le 20 ans que je navigue, le nombre des algues sargasses, qui sont assez dangereux pour l'écosystème de la mer, ça a explosé très clairement. D'accord, c'est plus ou moins lié au réchauffement de l'océan entre autres. Si j'ai bien compris, ça vient surtout le réchauffement, mais surtout de l'Amazone et des rivières qui donnent l'Atlantique et les produits qu'ils mettent dans l'agriculture
qui aide les algues à multiplier d'une façon assez importante. D'accord. Via votre sponsor et aussi vos performances à vous, pensez-vous que le sport de haut niveau et les sportifs de haut niveau peuvent permettre d'éveiller des consciences et de transmettre des messages via les compétitions et vos performances? Moi, c'est mon envie. En tout cas, je pense que l'avantage qu'on a, c'est qu'on partage, au travers le sport, on partage un message positif qui donne envie aux gens d'écouter, de regarder, de suivre, plutôt que un peu le mentalité ou la communication un peu plus, pas défaitiste, mais un peu qui fait peur. Je pense à un équilibre entre trouver. On peut faire peur aux gens, euh, et dire ben en fait c'est futur, on peut plus rien faire, voilà, et dire ben en fait non, c'est pas futur, on est mal parti, mais il y a des choses à faire où nous on peut avoir un impact à notre côté, à notre échelle, qui si tout le monde fait un peu pareil, on va dans le bon sens, et ça sera jamais assez vite et ça sera toujours dur, mais le plus qu'on mobilise, le plus on fait des actions, le plus d'impact qu'on peut avoir, et le pire c'est de rien faire. Euh, et je pense qu'en beaucoup de monde aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions de qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire pour faire mieux. Il y a et trouver cet équilibre, c'est pas simple. Je pense pas que j'ai la solution. Moi, je me pose beaucoup de questions aussi de qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai fait, pourquoi j'ai fait. Mais si moi j'ai envie d'avoir un impact ou de réduire mon impact, en tout cas l'impact positif, je pense que c'est pas simple, mais au moins réduire mon impact négatif, comme nous tous. Et pour ça, j'espère, au travers du sport, on peut aider à partager un message d'une façon plus positive et moins défaitiste. L'idée, c'est donc avec la Transat Jacques Vabre, qui est déjà une course de grande renommée, et maintenant le Vendée Globe aussi, qui va être la course la plus suivie, d'être une réelle vitrine via votre bateau pour essayer d'encourager le changement chez les personnes qui ne l'ont pas encore enclenché de leur côté, de montrer le bon exemple. De montrer le bon exemple, je sais pas si c'est le mot, mais au moins montrer qu'on est tous capables de changer les choses et on est tous capables de faire quelque chose qui va avoir un impact positif. Si c'est, je pense qu'il faut rester raisonnable. Il faut qu'on soit ambitieux, il faut qu'on s'est fait un peu mal pour changer les choses. Mais si on se met trop la pression, ben, les gens finissent par craquer, moi inclus, et on dit, ben, en fait, ça va être tombé, on va jamais arriver, c'est pas la peine. Donc, c'est trouver cette bonne équilibre où on comprend qu'on peut avoir des actions qui sont positives sans se dire que, ben, laisse tomber, l'ambition est trop grande qu'on n'arrivera pas. Dans cette idée de trouver un bon équilibre, quel éco-geste vous faites souvent au quotidien et que vous pourriez partager, une petite action que vous faites qui est bonne pour la planète et que tout le monde pourrait faire sans pression? Moi, ce que je trouve que je commence à faire aujourd'hui, c'est à chaque fois que je consomme quelque chose, c'est de poser la question de pourquoi et est-ce que je suis obligé ou est-ce qu'il y a quelque chose si c'est un téléphone, si c'est pour la voiture ou le vélo, si c'est de petits détails, hein, mais si tout le monde faisait pareil, l'impact il est énorme. Et c'est vraiment que si tu as besoin d'acheter un truc, est-ce que vraiment tu as besoin d'acheter? Est-ce que tu vas acheter une occasion? Est-ce qu'il y a une autre façon de faire qui va réduire l'impact? Est-ce que quand on consomme quelque chose, si c'est à manger la viande, si c'est habillé avec une chose qui est en fait en Chine, etc. Parfois on peut pas l'éviter, mais ou c'est dur à éviter, mais parfois en fait on se rend compte que c'est pas du tout nécessaire et on peut réduire l'impact d'une manière assez importante sans changer notre qualité de vie, qualité de vie de tout. Ok. Vous parliez un petit peu aussi de déplacement au début des éco-gestes. Quel est votre rapport aux mobilités douces? Est-ce que vous vous déplacez beaucoup avec les mobilités douces et vertes? La mobilité, ben, moi, de manière personnelle, j'ai essayé de faire au maximum. Après, on a un métier, malheureusement, qui fait voyager. Même si on fait ça en mer, après, nous, dans l'équipe et même à la maison avec la famille, on essaye de se poser des bonnes questions, en disant est-ce que ce déplacement est une obligation? Est-ce qu'on peut faire de manière plus raisonnable? Si c'est d'aller au travail en vélo, si c'est d'aller voir la famille en train plutôt qu'en voiture ou en avion, etc.
c'est aussi de trouver cet équilibre de ce qui est possible et ce qui est raisonnable. Mais c'est toujours poser des bonnes questions pour être sûr que ce qu'on fait, c'est nécessaire pour l'impact que ça. Est-ce que vous aviez déjà eu une expérience de vie, par exemple une expérience humanitaire ou un voyage qui vous a montré des différences dans le monde par rapport au dérèglement climatique, en fait une vision différente de comment ça se passait dans d'autres régions du monde? Je ne comprends pas trop la question, pardon. Alors, en fait, est-ce que via des voyages, des expériences de vie, des endroits où vous vous êtes rendu, vous avez découvert des manières en fait différentes, en positif ou en négatif, au niveau des mentalités de consommation, comment on gère le dérèglement actuel, et vous aviez été surpris dans le bon ou dans le mauvais sens? Euh, c'est sûr, c'est assez dur à dire. Je sais pas de juger entre guillemets des gens et leur façon de faire. Et parfois, quand on voit des choses, on n'a pas l'image complète quand on arrive dans le pays un peu plus pauvre et il fait quelque chose, mais en fait, c'est pas possible. Pourquoi il achète juste des bouteilles en plastique? Après, ils sont pas autant de choix que nous qu'en Europe, ça c'est sûr. C'est sûr qu'en Europe, si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, mais j'ai l'impression qu'on est quand même assez avancé dans la réflexion et dans les discussions autour des sujets, et qu'il y a d'autres endroits et d'autres pays où en fait ça impacte beaucoup moins les gens, où ça impacte leur discussion et leur réflexion beaucoup moins ici, mais peut-être parce qu'ils ont d'autres priorités. Donc en fait, on pourrait aussi aider ces populations-là qui ont moins de moyens pour leur permettre d'avoir la solution avec eux pour consommer plus durablement, c'est ça? Oui, oui, je pense que nous, on peut aider aussi, et aussi, c'est nous qui avons le plus gros impact aussi, avec, entre guillemets, le plus de pouvoir d'achat, le plus de consommation, donc le plus d'impact sur l'environnement. Donc, c'est à nous de raisonnabiliser aussi. Et c'est facile à pointer le doigt aux autres et disons, regarde, c'est tel est pire que moi et tel est pire que moi. Parce on est toujours, entre guillemets, au milieu, il y a toujours quelqu'un qui fait quelque chose de moins bien que nous et quelqu'un qui fait quelque chose de mieux que nous. Et c'est un peu à tout le monde de faire l'effort à leur échelle et avoir un impact global. D'accord. Euh, Si vous deviez définir le développement durable, qui est une notion qui est extrêmement large, via une image, un événement ou des mots, comment vous définiriez-vous le développement durable? Pour définir le développement durable, c'est facile comme question. Euh, je pense que pour moi, c'est un sujet de consommation. C'est un sujet de comment consommer de manière renouvelable, entre guillemets, pour que notre impact sur le planète, il est sustainable, il est possible dans la durabilité, parce qu'aujourd'hui, c'est sûr que si on continue de vivre comme on vit aujourd'hui, ben, à un moment donné, on va avoir plus de ressources et le monde va réchauffer et on va se trouver avec des problèmes. Donc, c'est comment faire cette transition de manière possible dans le système qui existe aujourd'hui, parce qu'on peut pas tout arrêter du jour au lendemain, parce que malheureusement, le monde il tourne comme il tourne. Donc, on peut pas attendre que tout le monde s'arrête tout du jour au lendemain. Euh, mais si on fait rien, ça marchera pas non plus. Donc, il faut trouver cette transition où notre écosystème de la vie aujourd'hui peut continuer de tourner en tournant vers le bon sens et trouver les bonnes habitudes plutôt que les mauvaises habitudes qu'on s'habituait ces derniers années, depuis 30-40 ans. D'accord. Pour finir, quel message, quelle valeur vous souhaiteriez transmettre via votre activité de skipper à quelqu'un qui voudrait se mettre à la voile, quelqu'un qui suit votre sport, ou même en général, quel message, quelle valeur
vous est le plus important et que vous souhaiteriez transmettre? Moi, j'aimerais bien transmettre des messages positifs de fait on peut avoir un impact positif, on peut aller dans le bon sens, sans se dire que ben, c'est trop tard et dans tous les cas, c'est foutu. Donc, j'aimerais bien essayer de garder une discussion et une vision positive sur le sujet. Ça ne veut pas dire mettre son bouteille en plastique à la poubelle jaune et c'est bon, ça suffit. Mais essayer de se poser des bonnes questions et de faire ça de manière positive et constructive pour trouver la bonne solution plutôt que de dire, ben, regarde, moi, j'ai pas besoin parce que c'est en face, il fait rien, donc pourquoi moi, je fais faire quelque chose? Et c'est plutôt, qu'est-ce que, on peut tous faire de mieux et si c'est en face qui fait rien, il devient une minorité, ben, il va suivre finalement. C'est essayer d'être constructive et positive sur le sujet qui est assez lourd, mais voilà. J'espère au travers du sport et le positif message du sport et on peut essayer de faire passer ça et on pointe le doigt à personne pour dire qu'on est mieux qu'eux ou bien qu'eux. On n'est pas parfait, on croit que personne n'est parfait, mais c'est tous à nous de faire l'effort. L'objectif, c'est vraiment de construire une transition où chacun amène du positif à son échelle et ensemble, on va tous de l'avant. C'est ça que vous voulez dire? Oui, exactement. Et je pense pas qu'elle s'en pointant le doigt en disant que, regarde, oui, il n'est pas bien qu'on va avancer. Donc, c'est vraiment d'une manière positive et qu'on va s'aider à être mieux. C'est pas d'une manière négative que je pense qu'on va avoir un plus gros impact.